Pour certains réalisateurs, le plus beau trucage est celui qui ne se voit pas. En 1933, King Kong était une marionnette articulée dont Willis O'Brien modifiait patiemment les postures, image par image, pour lui donner vie. I didn't know how it was done. I knew it wasn't a man in a gorilla suit, and the dinosaurs couldn't possibly be people inside. I didn't know how it was done. It was haunting. And finally, after about 3 or 4 months, I discovered the glories of stop motion photography. And that's what I built my career around is this shooting one picture at a time, similar to a cartoon. Only instead of using flat drawings, you use a model. King Kong was only about that high, and it was made of metal, and it was jointed, and you could move it and take one picture of motion picture film. Then you move it again, take picture, move it again. When you get hundreds of these pictures, it looks like the ape is moving by itself. So that's rather the hypnotic advantage of doing stop motion photography. Peter Jackson réalise un remake en 2005, King Kong. Peter Jackson adore l'animation, mais il écarte d'emblée cette technique trop saccadée pour satisfaire le public de 2005, grand consommateur de films récents et de monstres numériques. Heureusement, Weta est un studio de production créé par Peter Jackson, devenu célèbre après le succès du Seigneur des Anneaux, bénéficie de l'expérience acquise pendant la création de Gollum, le personnage 3D le plus crédible jamais vu au cinéma. Smeagol hates nasty horses. Smeagol wants to see them dead. Jackson attribue le rôle de King Kong à Gollum, c'est-à-dire à Andy Serkis, l'acteur qui joue le rôle dans King Kong du cuistot crasseux du bateau qui mène nos héros à Skull Island. Le comédien se retrouve à nouveau affublé d'un costume orné de points de repère, le visage quadrillé de sphères blanches et entouré par une dizaine de caméras qui captent ses gestes et ses mimiques et les transposent dans l'ordinateur. Mais cette technique a ses limites. On ne peut coller des petites billes ni sur les paupières, ni à l'intérieur des lèvres, ni sur les yeux de Serkis. Les infographistes créent donc entièrement le regard, la bouche, la dentition et la langue de l'effigie virtuelle de Kong. La performance de Serkis constitue la base des mouvements du personnage, mais les animateurs peuvent changer les poses ou transformer l'expression du gorille à tout moment pour répondre aux souhaits du réalisateur. Alors que la préparation avance, Peter Jackson n'a toujours pas vu le faciès du singe. Lorsqu'il découvre le premier gros plan de sa créature, une image de haute définition qui a nécessité plusieurs heures de calcul sur une batterie d'ordinateurs haut de gamme, Jackson pousse un soupir de soulagement. Tout est parfaitement réaliste. La couleur de la peau balafrée, l'humidité des yeux, les rides, l'agencement de la fourrure. Kong semble prêt à bondir sur le plateau pour tourner sa première scène. Mais au cours de cette étrange histoire d'amour, Kong touche souvent sa minuscule fiancée. Comment va-t-on placer l'actrice Naomi Watts dans la patte 3D de Kong ? Demande Jackson. En 1933, on avait fabriqué une patte géante articulée dans laquelle l'actrice Fay Wray pouvait se débattre à loisir et on projetait la scène sur un petit écran placé derrière la marionnette du gorille. Joe Letteri, qui dirige le département des images numériques de Weta, et Richard Taylor, patron de l'atelier des effets spéciaux, construisent aussi une main géante, mais elle est couverte de mousse bleue
et placés devant un fond de la même couleur. Naomi Watts s'installe dans cette grosse paluche et tourne quelques scènes. Ensuite, place aux effets numériques. On efface les éléments bleus pour incruster la pâte 3D de Kong autour de l'image de l'actrice. Le trucage fonctionne, mais il est fastidieux. À chaque image, il faut recaler la position de la pâte 3D autour de la silhouette de Naomi Watts. Il faut donc imaginer une procédure plus pratique et plus rapide, qui puisse convenir à toutes les scènes où Anne est enserrée dans la patte du singe virtuel. Jackson, que les défis techniques n'effraient pas, lance à son équipe. Et si on créait un clone parfait de Naomi en 3D? Si Kong et Anne sont tous deux en synthèse, les interactions seront plus faciles à gérer. Le superviseur des effets visuels, Joe Letteri, et son équipe s'organisent pour relever le défi. Le corps et le visage de Naomi Watts sont scannés en 3 dimensions et à très haute résolution. On prend des milliers de photographies de l'actrice pour reconstituer les moindres détails de sa peau, de ses yeux, de ses cils. Son squelette virtuel est doté de muscles qui se comportent comme des vrais et d'une peau sur la surface de laquelle on applique les détails photographiques recueillis. On reconstitue la transparence de la chair, les mouvements de la chevelure blonde, les plis de la robe de soie portée par l'actrice. Comme l'acteur Andy Serkis, Naomi Watts se retrouve dans le studio de capture de mouvement. Son double bougera exactement comme elle. Bientôt, Weta réalise une scène où l'on voit Naomi Watts courir dans la jungle et être happée au vol par King Kong. Jackson se laisse prendre au piège et peine à croire que l'actrice est simulée en image de synthèse. Pour la première fois dans l'histoire du cinéma, un personnage 3D est impossible à distinguer de la comédienne dont il est l'avatar. La jungle, elle, ne sera pas réalisée en 3D. Comme tous les fans de King Kong de 1933, Jackson adore les maquettes de paysages conçues par Willis O'Brien. Des jungles denses, aux arbres noueux, qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Jackson imagine une végétation foisonnante et atteinte de gigantisme, comme la faune de l'île. Les arbres miniatures de 1933 superbes étaient néanmoins rigides et donc immobiles. Willis O'Brien's technique in the early days was to paint a lot of the scenery on big 8 by 10 feet pieces of plate glass. And the main reason for that was that you could get a mood throughout the picture. He used a great many ideas from Gustave Doré, the famous French engraver, who illustrated Dantes Inferno and Atala. And so I called Gustave Doré the first art director of motion pictures. Cecil B. DeMille used to use a lot of his ideas, and he just had a theatrical quality that fit motion pictures. And Willis O'Brien used a lot of his concepts, his style, I should say, of a dark foreground and a middle ground and a very light background. It was more than just a film. It was a piece of artistic poetry, I would say. Give me one of those bombs. Jackson a une autre idée à soumettre à Richard Taylor. Je veux voir des arbres vivants, des branches qui remuent, des feuillages agités par le vent. Taylor convoque plusieurs botanistes et leur demande de recenser toutes les plantes de petite taille que l'on pourrait placer dans des maquettes pour jouer des rôles de fougères, de buissons ou de feuillages divers. Le casting végétal a lieu dans le monde entier. On fait venir des plantes qui poussent dans les hautes montagnes de Bolivie, des fougères naines d'Australie, des mousses de Chine. Et cette végétation miniature est bichonnée jour et nuit par des jardiniers dans les serres des studios de Wellington.
Dès que les maquettistes achèvent la structure d'un décor miniature, les experts aux mains vertes viennent greffer des plantes naines sur les branches des arbres et dans les infractuosités des rochers taillés dans la mousse de polyuréthane. Les fougères sont lestées avec des plombs de pêche pour onduler plus lourdement. On lance la caméra à 120 images secondes et les ventilateurs à plein régime. À la projection à 24 images secondes, la jungle de Skull Island prend vie. Il ne reste plus qu'à filmer les acteurs sur fond bleu, marchant sur de l'herbe figurée par de la fourrure synthétique verte, pour les incruster dans ce paysage lilliputien. Dernier problème et pas des moindres, recréer le New York de 1933. Contrairement à Schoedsack et Cooper, les réalisateurs de l'original, Jackson ne peut évoquer cette époque en installant sa caméra dans les rues de la mégapole. Si l'Empire State Building est toujours là, des architectures modernes ont jailli de tous côtés depuis 72 ans. Le décorateur Grant Major fouille dans les archives photographiques de New York et déniche des milliers de documents d'époque. Il dessine les plans de plusieurs pâtés de maisons du quartier de Times Square et les recrée jusqu'au premier étage, dans les plaines de Hutt Valley, près de Wellington. Les détails les plus infimes des façades de buildings, des échoppes, des magasins de journaux sont rigoureusement authentiques. De fausses entrées de métro sont creusées dans le sol et des bouches d'égout factices alimentées par des échappements de vapeur. Tout ce qui n'est pas construit en dur est prolongé à l'image par des architectures virtuelles. Étages manquants, perspectives des avenues qui se perdent à l'horizon, enseignes publicitaires géantes, etc. Mais Veta Digital ne s'arrête pas en si bon chemin. Ces infographistes reconstituent aussi en 3D une vue d'ensemble de New York, dans laquelle ils réinsèrent tous les bâtiments disparus depuis 1933. Ce soin apporté aux détails sera particulièrement payant pendant la scène finale où Kong, agrippé au sommet de l'Empire State Building, est mitraillé par une escadrille d'avions. Lorsque Jackson découvre qu'il n'existe plus aucun exemplaire du modèle de biplan que l'on voit dans le film de 1933, il en fait construire un selon les techniques de fabrication de l'époque, à partir des documents retrouvés dans les archives du fabricant. Ce modèle unique est fixé sur une plateforme hydraulique pour simuler les vrilles et les manœuvres des combats. Grâce au fond bleu, le biplan flambant neuf est incrusté au premier plan de l'image, tandis que des avions 3D constituent le reste de l'escadrille.